Le dieu cerf. Le Shishigami ou dieu cerf est la créature divine au cœur de Princesse Mononoke. Le jour, il ressemble à un grand cerf au visage humanoïde figé, pas flippant du tout. Il avance doucement dans la forêt, chaque pas faisant jaillir des plantes. Mais la nuit, attention, transformation. Il devient le Nightwalker, une entité géante translucide presque cosmique qui traverse le paysage au ralenti. Genre, je suis l'incarnation de la vie et de la mort. Ce dieu-là, il te soigne des blessures graves juste en te regardant, comme il l'a fait avec Ashitaka. Il peut faire repousser l'herbe sur de la roche, il peut aussi, sans prévenir, aspirer l'âme de n'importe quelle créature comme s'il buvait un smoothie. Il n'est ni gentil ni méchant, il est l'équilibre absolu, le karma en version quadrupède. Mais bon, forcément, il y en a une qui veut hacker le système. Dame Eboshi. Elle s'est dit, et si je lui tranchais la tête pour utiliser ses pouvoirs magiques à des fins industrielles? Spoiler, ça se passe pas bien. Pendant une bataille entre humains et animaux, elle tire sur le dieu cerf. Et elle vise bien. Elle décapite littéralement une divinité millénaire. Et là, c'est la catastrophe. Le corps du Shishigami, privé de sa tête, se transforme en une masse noire visqueuse, immense, qui se répand partout et tue tout sur son passage. Les plantes fanent, les gens fondent, l'atmosphère devient radioactive. Le dieu cerf sans tête devient un cataclysme ambulant. Et tout ça parce qu'une meuf voulait booster sa productivité. Ashitaka et San doivent courir à travers une forêt en train de crever, trimballant la tête du dieu pour la lui rendre. Et quand ils y arrivent, boum, tout s'arrête. Le corps s'évapore, le calme revient, et la nature reprend ses droits. Le sans-visage. Sans-visage est un esprit mystérieux du film Le Voyage de Chihiro. Au départ, il est calme, discret, un peu bizarre. Il ne parle pas, il ne fait que des petits un peu gênants, mais pas méchants. Pas au corps. Au début, il suit Chihiro, l'héroïne, simplement parce qu'il apprécie sa gentillesse. Chihiro lui ouvre la porte du bain public. Une fois à l'intérieur, Sans-Visage capte le truc. Ici, si tu donnes de l'or, tu deviens le roi. Alors il s'exécute. Il crée de l'or à la demande en mode guichet automatique. Résultat, les employés deviennent des groupies. Ils le servent, le flattent, l'adorent et lui, il kiffe. Il gonfle littéralement. Sauf qu'en absorbant des employés trop cupides, il hérite de leur caractère. Il devient un monstre énorme, gluant, bruyant, boulimique de pouvoir et de reconnaissance. Et il commence à tout avaler, nourriture, personne. Mais quand il veut acheter Chihiro, elle ne flanche pas. Elle reste droite dans ses bottes. Elle ne veut pas de son or et ça déstabilise le sans-visage. Personne ne lui a jamais dit non. Il devient donc de plus en plus instable, plus vorace, de plus en plus effrayant et plus seul aussi. C'est là que Chihiro lui donne un morceau de boulette magique et là, nettoyage express. Sans-Visage recrache tout ce qu'il a englouti, les gens, l'orgueil, la mauvaise vibe. Redevenu calme, silencieux et un peu triste, il suit Chihiro dans le train. À la fin, il trouve refuge chez Zeniba, la gentille sorcière. Et là, pour la première fois, il est accueilli sans intérêt, sans pression, et il reste tranquille, en paix. Totoro. Totoro, c'est un esprit géant et bienveillant de la forêt, issu du film Mon voisin Totoro. Même s'il est très grand, il ne fait pas peur. Il a un sourire large, un ventre énorme et duveteux, et il fait des bruits profonds et apaisants. Il ne parle pas, mais il communique par des sons joyeux et expressifs. Totoro vit dans un arbre camphrier géant, caché dans la campagne japonaise. Dans le film, deux sœurs, Satsuki et Mei, emménagent à la campagne avec leur père. Leur mère est malade et reste à l'hôpital. Mei, la petite sœur, est la première à voir des petits Totoro. Des esprits blancs et bleus presque invisibles. En les suivant à travers les buissons, elle tombe sur le grand Totoro endormi au fond de l'arbre. Elle grimpe sur son ventre et s'endort paisiblement. Plus tard, Satsuki rencontre aussi Totoro à un arrêt de bus pendant une nuit pluvieuse et elle lui prête un parapluie qu'il accepte avec joie. Totoro aime les cadeaux simples, le bruit de la pluie qui tombe sur son parapluie le fait sourire. En remerciement, il donne aux filles un sachet de graines. Totoro possède aussi des pouvoirs très particuliers. Il peut faire pousser des plantes instantanément, simplement en dansant et en agitant ses bras sous la lune. Il est capable de voler en tournoyant sur une toupie magique, emmenant les enfants dans les airs au-dessus de la forêt. Totoro peut aussi disparaître et réapparaître à volonté comme un esprit et communiquer avec les autres créatures magiques. Mais Totoro n'est pas là seulement pour s'amuser. Quand Mei se perd en cherchant le chemin jusqu'à l'hôpital, Satsuki demande de l'aide à Totoro. Il appelle alors le Quatbus, un chat géant magique en forme de bus capable de courir dans les airs et de traverser les bois. Le Quatbus emmène Satsuki retrouver Mei, puis les deux sœurs peuvent rendre visite à leur mère à l'hôpital. Les Kashira. Les Kashira sont trois étranges têtes vertes qui apparaissent dans le voyage de Chihiro. Pas de corps, pas de bras, pas de jambes, juste des grosses têtes chauves avec des sourcils broussailleux, des yeux fixes et une bouche toujours fermée. Elles vivent dans le bureau de Yubaba, la puissante sorcière qui dirige la maison des bains. Elles ne parlent jamais, elles ne font que grommeler de temps en temps, un petit profond et légèrement désapprobateur, comme si elles n'étaient jamais vraiment satisfaites de quoi que ce soit. Elles rebondissent, roulent, se lancent les unes contre les autres et observent tout le monde en silence. Leur spécialité, juger sans ne rien dire. Personne ne sait exactement ce qu'elles sont.
Des esprits, des malédictions, des décorations vivantes, on ne nous l'expliquera jamais. Mais elles sont toujours là, quelque part dans le coin, comme des caméras de surveillance. Quand Chihiro entre pour la première fois dans le bureau de Yubaba pour demander un travail, les Kashira l'observent longuement. Plus tard dans l'histoire, elles prennent un rôle plus actif. Après que Haku soit gravement blessé, Yubaba ordonne aux Kashira de se débarrasser de lui. Elles essaient de le pousser dans un conduit pour s'en débarrasser discrètement, mais Chihiro les interrompt juste à temps et sauve Haku. Oui, les têtes rebondissantes deviennent soudain des hommes de main officiels. Puis vient le moment du grand sortilège. La sœur jumelle de Yubaba, Zeniba, transforme les Kashira en une réplique miniature de Bo, le bébé géant de Yubaba, pour tromper cette dernière. Les trois têtes fusionnent, prennent la forme du faux bébé, et Yubaba n'y voit que du feu. Elle parle au faux Bo, le berce, le câline, sans se douter que ce sont en réalité trois crânes ambulants. Lorsque le vrai Bo revient, le sort est levé, les Kashira reprennent leur forme initiale, rebondissent une dernière fois et disparaissent de l'écran sans explication. On ne saura jamais vraiment ce qu'elles sont ni ce qu'elles deviennent. Le dieu guerrier. Le dieu guerrier est une arme de destruction massive vivante, sortie tout droit du passé apocalyptique de Nausicaa de la vallée du vent. Créé pendant les 7 jours de feu, un événement cataclysmique qui a quasiment anéanti la civilisation, ce colosse est un mélange de chair, de métal, de technologie perdue et d'énergie dévastatrice. En gros, c'est ce qui se passe quand tu demandes à un laboratoire secret de créer un ange mais en mode apocalypse nucléaire. Les dieux guerriers étaient capables de raser des villes entières avec un rayon d'énergie tiré depuis leur bouche. Leur seule présence sur un champ de bataille suffisait à faire fuir n'importe quelle armée. Et ils l'ont fait. Tellement bien que la planète entière en est ressortie stérile, toxique et recouverte de jungles radioactives. Dans le film, un dieu guerrier endormi est retrouvé par le peuple de Pegite, puis récupéré par les Tolmecs, qui comptent bien le réactiver pour gagner la guerre. Petit souci, il est vieux et incomplet. Quand il est finalement réveillé en plein chaos, il réussit quand même à tirer un rayon ultra puissant qui désintègre une horde d'Omu. En une fraction de seconde, juste une démonstration. Puis son corps commence à fondre, sa peau se liquéfie, ses os tombent, il s'effondre. Le résultat est à la fois terrifiant et pathétique. Ce n'est plus une arme invincible, c'est une créature mourante qui n'a plus sa place dans ce monde. Même ainsi, elle est encore capable de semer la terreur en quelques secondes. Dans le manga, l'histoire va un peu plus loin. Le dieu guerrier émerge plus tôt et au lieu de semer la destruction tout seul, il développe une relation avec Nausicaa. Il croit qu'elle est sa mère et lui obéit. Il l'appelle Uma, ce qui rend les choses encore plus troublantes vu qu'il peut toujours vitrifier une montagne sur un malentendu. U-Bird. U-Bird est l'un des serviteurs les plus particuliers de Yubaba, la sorcière autoritaire qui dirige la maison des bains dans le voyage de Chihiro. Ce n'est pas une domestique comme les autres, c'est une sorte d'espion volant, constamment en train de planer dans les couloirs, les escaliers, les moindres recoins du bâtiment. Elle garde un œil sur tout, un peu comme une caméra de surveillance vivante, mais avec la tête de sa patronne. Ouais, littéralement. U-Bird, c'est un grand oiseau noir, un peu corbeau, un peu hibou, avec une tête humaine minuscule qui ressemble trait pour trait à celle de Yubaba elle-même. Même regard perçant, même nez pointu, même chignon bien serré. Le genre de créature qui dit rien, mais dont la présence te fait immédiatement comprendre que t'es observé. Elle n'a pas de dialogue, mais son rôle est clair. Espionner, surveiller, rapporter. Elle accompagne souvent Yubaba dans ses déplacements, vole au-dessus des bains et semble toujours savoir exactement où se trouve Chihiro. Mais plus tard dans le film, tout change. Quand Zeniba, la sœur jumelle de Yubaba, entre en scène, elle lance un sort sur U-Bird et la transforme en une petite créature noire minuscule, mélange entre un moineau et une mouche. Ce nouveau design est presque comique. Dans cette forme réduite, U-Bird est appelée Aidori, ce qui signifie oiseau-mouche en japonais. Et contre toute attente, elle se rapproche de Bo, le bébé géant de Yubaba, lui aussi victime d'une transformation. Et ensemble, ils deviennent un duo inséparable. Les hommes blobs. Dans le château ambulant, les hommes blobs sont des créatures magiques étranges, silencieuses et profondément dérangeantes. Ce ne sont pas des humains, mais des êtres entièrement façonnés par la magie, créés pour une seule chose, obéir aux ordres et exécuter des tâches discrètes, sournoises et souvent peu recommandables. À première vue, ils ressemblent à des silhouettes humaines, mais quelque chose cloche. Leur corps est noir et pâteux, leur peau semble fondre en permanence comme du goudron tiède, et ils ont de minuscules yeux ronds presque invisibles, un nez trop large et parfois il leur manque des doigts ou même des orteils. Bref, on dirait des pantins inachevés qu'un sorcier aurait abandonnés en plein processus de fabrication. Mais malgré leur apparence molle, ils sont surprenamment mobiles. Ils peuvent se glisser dans les moindres fissures, se déformer à volonté pour s'aplatir, s'étirer ou traverser les murs comme si la physique ne les concernait pas. Et le plus flippant, ils ne font aucun bruit, pas de cris, pas de paroles, juste un plop humide ou un flop gluant quand ils apparaissent. Il existe deux types d'hommes blobs. Ceux vêtus de costumes militaires verts et dotés de dents acérées qui obéissent à Madame Suliman, la sorcière du roi.
Ce sont ces agents de terrain toujours prêts à capturer, traquer ou intimider. Et ceux qui servent la sorcière des Landes, plus déformée encore, qui transportent son palanquin et obéissent au moindre de ses caprices. La sorcière des Landes les garde dans une théière magique. Elle tape sa canne contre le sol, la théière tremble, et paf, des hommes blobs se déversent dans la pièce comme une marée noire vivante. Ils se dispersent en silence, fouillent les environs, s'infiltrent partout, rien ne leur échappe. Dans le film, ils sont utilisés à plusieurs reprises pour traquer Sophie et Hurle. Ils les suivent à travers les rues, tentent d'envahir la boutique de chapeaux de Sophie et participent même à une attaque contre le château. Et c'est tout pour cette vidéo, j'espère que vous avez aimé. Quel est le monstre du studio Ghibli qui vous a le plus marqué ou traumatisé quand vous étiez petit? Moi, c'est clairement le dieu cerf de Princesse Mononoke. Si vous pensez qu'on a oublié une créature aussi, dites-le nous en commentaire. Et n'oubliez pas de liker, de vous abonner et de partager à un pote qui kiffe Ghibli autant que vous. Et si t'as pas encore eu ta dose, je te conseille cette vidéo juste ici où on te raconte tout sur les studios d'animation.